Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la place des trading desks indépendants sur le marché programmatique. Selon le site Définition Marketing, un trading desk est une structure qui prend en charge l'achat d'espaces publicitaires Internet sur les ad exchanges. Il est dit indépendant quand il provient du développement d'une plateforme technique et qu'il n'appartient à aucune agence média. Malgré les doutes du marché sur la pérennité de leur business model et de la compétitivité de leur offre, les trading desks indépendants ont toujours de quoi séduire les annonceurs. Afin de mieux comprendre l'organisation des trading desks indépendants et leurs atouts, nous demanderons à nos invités comment sont organisés les trading desks indépendants, comment s'opèrent les relations au quotidien entre les trading desks indépendants et leurs partenaires, notamment les régies, quels sont les paramètres qui permettront aux trading desks indépendants d'assurer leur pérennité business à l'avenir. Pour en discuter, Benjamin Poli de Allmatic et Quentin Lebray de Clocks. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet stratégique, à savoir la place d'un acteur qui est quand même clé pour que cet écosystème programmatique fonctionne, à savoir les trading desks, mais surtout les trading desks indépendants qui ont participé à l'éclosion du programmatique et j'allais dire même à son évangélisation dès le début. Mais cette évangélisation continue puisque bien que beaucoup de trading desks indépendants soient aujourd'hui, ont rejoint parfois un certain nombre de groupes, il en reste quelques-uns ou plutôt il en reste quelques-uns. Il s'en crée de nouveaux et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour Quentin. Bonjour Michel. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, toute première question, comparé justement aux trading desks des grandes agences, on les appelle souvent les Big Six. D'ailleurs, si vous pouvez me rappeler ce que c'est que les Big Six dans votre réponse, ça serait bien. Comment sont organisés aujourd'hui les trading desks indépendants ? Alors moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée parce que j'ai commencé média trader il y a 4 ans et je me posais la question de savoir quel serait mon métier si j'étais dans une grosse agence comme Havas, Publicis ou autre. Et je pense qu'il y a des vrais... On en a déjà cité deux sur les 6. Donc ça fait partie de ces agences-là. Et je pense qu'il y a des vraies différences structurelles organisationnelles parce que depuis, j'ai fait pas mal d'entretiens avec des traders qui sont passés par là. Et typiquement, nous, chez Clocks, on a décidé de séparer la partie account management de la partie média trader. De façon à avoir des média traders qui soient vraiment experts de leur domaine. Et comme la relation client, ça prend du temps, pour le coup, nous, c'est du temps qui est passé par les traders à se former, à aller sur des conférences, à rencontrer des partenaires data, régie, etc. Ah, regardez The Programmatic Society. Exactement, entre autres. Et du coup, je pense que, en fait, il y a une largeur de scope chez nous pour un métier de trader ou un métier d'account manager qui est plus large que dans des agences comme ça. Et pour le coup, voilà, c'est, en tout cas, les traders chez nous sont impliqués sur des projets de développement d'entreprise aussi. Il y a des traders qui sont impliqués sur des sujets de communication, etc. Et je pense qu'in fine, ça nous fait peut-être garder les gens plus longtemps aussi, parce qu'on leur propose des plans de carrière à 4-5 ans potentiellement, sur des postes à responsabilité pour des personnes qui peuvent être jeunes aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment des différences sur vraiment les missions de chacun entre un trader dans une agence indépendante et un trader dans une agence du Big Six. Merci Quentin. Alors Benjamin, Quentin nous a expliqué un petit peu sa vision et la manière dont il était organisé, comparé au trading desk des grandes agences médias. Comment chez toi, chez Allmatic, vous êtes organisé ? Nous avons créé Allmatic pour accompagner les annonceurs sur cette mutation du marché. Justement, on en parlait tout à l'heure, de transversalité, tout devient programmatique, que ce soit les médias digitaux évidemment, mais également et de plus en plus les médias traditionnels. Donc une des différence avec ces trading desks des Big Six, ces grands groupes, c'est sûrement la transversalité, à la fois la connaissance plurilevier, plurimédia qu'ont nos traders, et cette vision stratégique assez globale. On a moins de risque de silo, pardon, je t'interromps. Exactement. Mais c'est ça en fait. On a désiloté complètement, donc il n'y a plus de silo média on/off ou même intramédia.
Et ça se ressent dans toutes les optimisations qu'on fait, dans tout le conseil qu'on peut faire, parce qu'on a une structure un peu différente de celle de Clocks, où nous, nos média traders sont aussi des commerciaux, sont en relation directe avec les clients. On ne voulait pas être juste un trading desk comme il était au tout départ de l'évolution de ce marché, avec des cellules d'exécutants, mais que tout le monde puisse prendre part justement dans la stratégie et la performance des campagnes. Alors justement, puisque tu parles du fait que tout le monde puisse prendre part à la performance des campagnes, pour ces performances, il faut un certain nombre de partenaires justement. Et comment s'opèrent les relations au quotidien entre les trading desks indépendants et certains partenaires? Je pense notamment aux régies, de ton point de vue, Quentin. Alors nous, du coup, on a une personne qui est au publishing management, donc une publisher manager qui est chargée vraiment de centraliser l'info. Donc cette personne-là, elle est en contact permanent avec les régies, à faire des relations avec eux, à les voir sur les nouveautés notamment. Et après, on a des process de transfert d'informations à la fois en interne pour les équipes business et à la fois en externe pour transférer en fait directement les informations aux clients via des process de sales automation notamment. Ouais. Et du coup, dès qu'on voit une nouveauté sur le marché, on informe directement nos clients. Et ça nous a permis par exemple d'être parmi les premiers à avoir un siège sur TikTok il y a 2 ans quand ils sont lancés, parce qu'on a, je pense, des contraintes moins structurelles quand on veut ouvrir un DSP. La décision est plus rapide, je pense, chez nous par exemple que chez des grosses agences, où des fois il faut des validations qui peuvent être sur des COMEX ou des choses comme ça. Et du coup, ça nous permet vraiment de pousser l'innovation et de transférer l'information très rapidement avec une personne qui est centrale dans la relation, quoi. Ce qui est quand même clé. Alors, je vais parler de mes vieux souvenirs quand j'ai eu la chance de travailler, notamment chez une grande régie qui était Microsoft MSN, et je m'occupais notamment du lancement des MSN Messenger au niveau publicitaire. Et c'est vrai que pousser une innovation à cette époque-là, ça prenait 6 mois, voire 9 mois, et que le fait d'avoir des structures en face de nous, aujourd'hui en tout cas, où effectivement la prise de décision est beaucoup plus rapide, il y a beaucoup plus de pragmatisme. C'est vrai que les trading desks ont quand même cet avantage pour pousser les nouveautés peut-être plus rapidement que les agency trading desk, qui est l'autre nom des trading desks des agences médias. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais c'est une réalité opérationnelle, mesdames et messieurs. Donc c'est une frustration vieille de quelques années que je me permets d'exprimer à travers effectivement ton observation sur l'agilité des trading desks indépendants au regard des innovations des régies publicitaires notamment. Merci beaucoup Quentin. De ton point de vue, Benjamin, comment s'opère justement cette relation? Je rejoins complètement sur cette partie-là. Il y a des circuits beaucoup plus courts, évidemment, dans ces trading desks indépendants qui permettent d'aller plus vite, et c'est très demandé de la part des régies ou partenaires, même tech, pour pouvoir développer des innovations, pour pouvoir faire des tests. Ce qui est sûr, c'est que quand on se retrouve en appel d'offres face au Big Six, on ne peut pas tout miser sur un nom, sur un volume d'achat global qui peut rassurer une direction marketing, rassurer une direction des achats, et qu'on est challenger. Donc il faut qu'on soit plus malin, il faut qu'on soit plus innovant, et c'est beaucoup dans la relation avec ces régies, avec ces partenaires qu'on le devient. C'est en réfléchissant à plusieurs, c'est vraiment ce côté partenariat, c'est pas ce côté fournisseur de données, fournisseur d'espace ou fournisseur de tech. C'est vraiment ce partenariat et comment on arrive à concevoir des choses qui sont un peu plus innovantes et un peu plus efficaces. Ensuite, sur cette relation, c'est extrêmement bienveillant. Moi, je trouve qu'il y a un côté qui est redevenu très humain, même, alors qu'on parle d'automatisation en permanence. J'ai tendance à dire souvent dans les formations que je peux faire ou les conférences que j'anime, qu'en fait, l'enjeu en ce qui concerne le marché programmatique demain, il est moins technologique qu'humain. Et c'est vraiment une balance entre les deux. Effectivement. Mais dans ces relations-là, il y a ce côté très humain. En fait, les régies publicitaires, les éditeurs, ils ont tout intérêt aujourd'hui, maintenant qu'ils ont automatisé et avec des stratégies de yield management leurs espaces et leurs plus beaux espaces publicitaires, d'intégrer, de faire valoir et de faire de la visibilité auprès de leurs offres, auprès des trading desks, pour qu'elles soient prises en compte dans nos stratégies d'achat. Nous, on a ces relations très poussées. Ça a même amené jusqu'à depuis ce début d'année, on est The Trading Desk, un partenaire quand même assez conséquent sur le marché programmatique, nous a sélectionné pour être referral partner en France, donc de les accompagner sur ce côté sales justement et d'ouverture de siège sur The Trading Desk. Et donc ça valide d'une part notre expertise et d'autre part cette vision qu'on a en tout cas de la place du programmatique dans le média aujourd'hui.
Merci Benjamin. Tu as évoqué tout à l'heure les annonceurs, on l'a évoqué ensemble sur cette volonté de porter toujours des nouvelles innovations, pardon pour ce pléonasme, mais pour des innovations et notamment des innovations émanant de vos partenaires que sont les régies et peut-être même des innovations technologiques à travers vos partenaires technologiques. Mais justement, puisque on va parler maintenant des annonceurs, de votre point de vue, comment, aux yeux des annonceurs, les trading desks indépendants arrivent-ils à apparaître comme des alternatives aux agences, aux agency trading desk, de ton point de vue, Quentin? Je pense, on en discutait juste avant, mais je pense qu'on n'est pas du tout sur les mêmes marchés finalement, parce que aujourd'hui, des gros annonceurs, typiquement du CAC 40 ou des Coca-Cola, etc., qui ont des budgets à 40 millions par an, par exemple, c'est pas des annonceurs que nous, en tout cas, on a vocation à aller chercher, parce que c'est des décisions qui sont très politiques, c'est des contrats qui sont sur 3 ans, etc. Donc, c'est des annonceurs, pour le coup, qui rentrent pas forcément dans notre marché à nous. Par contre, si on enlève tous ces annonceurs-là, qui sont les gros annonceurs, il reste un marché énorme d'annonceurs derrière. Ouais, Facebook annonce 2 millions d'annonceurs en France quand même. Exactement. Et du coup, il y a quoi faire. Et du coup, en fait, nous, on a une souplesse, par exemple, sur des conditions financières. Chez nous, il n'y a pas d'engagement. Donc déjà, il n'y a pas de contrat de 3 ans. On peut faire un premier test, juste un one-shot, quoi. Et en plus, sur ce test-là, il n'y a pas d'engagement non plus financier. Donc si la campagne est, par exemple, de 30 000 € et qu'on a dépensé 2 000 € en une semaine et qu'on voit que ça ne marche pas, l'annonceur peut couper, il sera facturé uniquement du budget qui a été dépensé. Et ça, c'est un modèle qui plaît à énormément d'annonceurs, notamment des startups, des scale-up ou autres. Et je pense qu'il y a une différence aussi sur la partie expérience client, quoi. Dans le sens où nous, aujourd'hui, on a une plateforme de reporting qu'on a conçue pour nos clients, qui leur permettent de suivre tous leurs leviers, donc Facebook, Snapchat, etc., sur un seul et même point de contact. Et du coup, ça leur permet d'avoir toutes leurs stats en temps réel, quand il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui passent par des bilans Excel qui sont envoyés de manière hebdomadaire ou mensuelle. Ouais. Et du coup, l'expérience client un peu innovante à ce niveau-là, de donner des stats en temps réel et d'avoir un peu une relation différente tout simplement avec son agence, elle convient à plein d'annonceurs. Et à côté de ça, il y a des gros annonceurs qui sont très bien aujourd'hui, c'est des grosses agences qui sont... Donc je pense qu'il y a vraiment une place pour tout le monde finalement, à travers l'expérience que tu proposes et les différents modèles politiques qu'il peut y avoir là-dedans, quoi. Alors tu disais que le CAC 40, c'était pas ton marché. Pas forcément, non. En tout cas, on peut, sur des activations particulières, on peut, mais sur des contrats de 3-4 ans avec des budgets qui sont négociés, ça reste très politique aujourd'hui. Et souvent, ces annonceurs-là, s'ils changent d'agence, ils passent dans une autre grosse agence parce que c'est des appels d'offres qui sont, c'est des boîtes qui bossent ensemble depuis très longtemps. Et en tout cas, pour nous, c'est pas un marché qu'on va adresser spécifiquement, quoi. Est-ce qu'on peut évoquer une sorte de ticket moyen, de budget moyen à l'année que tu traites en général? Nous, ça dépend. On a vraiment tout type d'annonceurs. À la base, nous, on s'est monté, on était sur le divertissement. Donc, on était sur des acteurs sport, musique et culture qui n'avaient pas accès aux grosses agences. Donc, c'est comme ça qu'on a eu 700 clients très rapidement. Ah oui, quand même. Et les paniers moyens, moi, quand je suis arrivé chez Clocks, ils étaient entre 500 et 1000 €, donc au tout début. Par campagne ou sur l'année? Par campagne, avec une grosse récurrence. Par contre, les clubs de rugby, par exemple, ils mettent des campagnes tous les 2 semaines pour les matchs. Les distributeurs de cinéma, c'est pour chaque film tous les mercredis. Donc, on a vraiment joué sur la récurrence et sur le fait de proposer du programmatique à des gens qui n'avaient pas accès au programmatique avant, quoi. Et aujourd'hui, le panier moyen, il a fait x10 ou x15 parce que du coup, ces annonceurs... Par campagne, exactement. Et ces annonceurs-là, on les a de 500 à 5000, voire 5000. Ouais, on est entre 5 et 10 000 € de panier moyen. Après, avec aujourd'hui des gros appels d'offres, on a un peu changé de modèle sur les nouveaux marchés. Mais on a des annonceurs historiques qui ont fait x15 parce qu'ils sont satisfaits de ça. Et in fine, sur les performances des campagnes, ils voient que c'est des performances qui sont cohérentes, qui leur font gagner de l'argent quand c'est de la conversion. Et donc, il y a un vrai modèle là-dessus. En tout cas, nous, on est beaucoup plus flexible. Et surtout, on met un impact humain qui est très fort sur chaque campagne. C'est-à-dire que sur chaque campagne, nous, on va faire une stratégie parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'engagement, quoi. Donc, si on n'est pas bon, on arrête, quoi. Et finalement, on a une rétention qui est très bonne parce qu'on est assez souple aussi. On a une disponibilité en tout cas de nos account managers et de nos traders qui est très forte pour nos clients. Et ça permet, in fine, de garder les clients sur du long terme et surtout d'avoir des nouveaux marchés qui s'ouvrent après, quoi. Merci Quentin. Alors on vient de voir Benjamin que du côté de chez Clocks, et Quentin nous l'a expliqué, il y a une diversité de clients et j'allais dire de paniers moyens. Toi, dans ton activité, aux yeux des annonceurs, les trading desks indépendants versus, j'allais dire, les Big Six, les agency trading desks, comment tu peux expliquer le fait de tirer son épingle du jeu de ton point de vue? Je pense que les annonceurs, ils nous voient comme des experts métiers, d'une part, très pointus parce que justement un cœur de métier qui est tourné autour de ça. Et après, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi des structures qui sont agiles, réactives,
depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, c'est quand même des critères qui rentrent en compte et de façon très forte dans le choix des agences ou des trading desks par les annonceurs. Ils ont eu besoin de beaucoup de souplesse pendant cette crise sanitaire. Et puis je pense que dans la position qu'on a justement de ce côté un peu programmatique cross-média, on amène aussi une simplicité avec des points de contact uniques qui vont être cross-média, avec cette vision transversale justement des plans médias, qui apporte à la fois de la transparence et à la fois de la simplicité. Bien sûr. Aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue très vite. Les annonceurs, on les voit tous, ils veulent du résultat évidemment, mais ils aiment bien aussi pouvoir le faire de façon le plus courte possible. Après, là où on va faire la différence, je pense, c'est encore une fois dans cette capacité à être bêta-testeur, à être innovant, à tester des nouvelles solutions, de les embarquer et d'être très conseil sur ces sujets-là. On a la chance, en tout cas de notre côté, d'avoir des clients qui nous font extrêmement confiance, et donc c'est toujours positif pour développer des nouvelles choses, avec qui on arrive à développer soit des plans un peu différents, soit d'amener de l'innovation. Donc, je pense qu'on est moins dans quelque chose qui est un peu tout automatisé. Je reviens, on parle d'automatiser, mais en revanche, on a des approches qui sont extrêmement sur mesure pour chacun de nos annonceurs. Et ça, c'est très important. Merci Benjamin, j'allais dire merci Allmatic. Tu nous as expliqué. Allmatic. Mais tu nous as expliqué. Je ne suis rien sans Allmatic, ouais. Tu nous as expliqué comment justement ton trading desk Allmatic travaillait. Donc, ce qui est très important, c'est cette pérennité business que vous êtes en train de mettre en place de par la confiance des annonceurs et grand, mais également moins important. On a vu quand même par le passé beaucoup de trading desks qui se sont fait absorber de par justement leur agilité, les innovations. Je ne vais pas citer de nom, mais beaucoup sont arrivés dans le giron de grands groupes. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, le thème des trading desks indépendants est une sorte de revival pour moi, puisque je me disais qu'un trading desk avait vocation à rejoindre une agence à un moment ou à un autre, d'où cette dernière question. Quels sont les paramètres qui, selon vous, permettront aux trading desks indépendants d'assurer leur pérennité business à l'avenir, de ton point de vue, Quentin? Cette question de pérennité, de prospérité, nous, on se la pose moins aujourd'hui, puisque l'agence a 5 ans, on fait à peu près 35% de croissance par an depuis 5 ans. Donc, on a 700 clients, on est sur fonds propres et rentable. Donc, pour le coup, c'est une question qu'on ne se pose pas. Par contre, la question, c'est de savoir comment demain, on peut faire 100% ou 200% de croissance. Et là, nous, notre vision, c'est vraiment d'ouvrir des nouvelles lignes de produits, des nouvelles lignes de business. Et on a notamment une équipe développeur qui bosse sur un modèle de plateforme SaaS pour permettre justement à des annonceurs qui n'ont pas forcément des paniers moyens qui ont peut-être des budgets de 300, 400 euros, comme sur Facebook et Google, que tu sais tout à l'heure, qui ont énormément d'annonceurs en direct. Pourquoi ces gens-là, on ne pourrait pas leur proposer de faire du programmatique et d'aller cibler, par exemple, une petite agence immobilière en région, d'avoir ton petit deal sur le bon coin pour cibler les personnes qui sont dans un acte d'achat en local. Et c'est un peu le sujet de la télé segmentée, finalement, où tu te dis que aujourd'hui, pourquoi ça fait un buzz autant? Parce que la télé, c'est un levier qui est énorme. Et là, on va le proposer à des annonceurs qui sont en région pour ne pas dépenser leur budget sur Paris, etc. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on a fait une émission sur la publicité en libre service, qui pourrait être le nouveau business model média, mais demain, le business model même des agences. Exactement. Et bien encore sûr. Plus des trading desks qui, de par votre capacité d'innovation, de pragmatisme également au niveau opérationnel, permettrait d'offrir des nouveaux services tels que celui-ci. Exactement. Et nous, c'est vraiment la vision de permettre à des petits annonceurs, sur des budgets qui ne seraient pas rentables si on le générait de manière humaine, de leur proposer les meilleurs services de notre service publishing, etc., de manière automatisée, pour qu'ils puissent avoir accès aux petits médias de leur région de manière totalement self-service, quoi. C'est un peu Mais l'idée. Small is beautiful. Exactement. Merci Quentin. Benjamin, ta vision justement sur la pérennité des trading desks indépendants, s'assurer que le business continue à être là, ça passe par quoi? Je suis assez d'accord avec Quentin. D'une part, on se pose moins cette question, et pourtant je suis un tout petit trading desk aujourd'hui qui commence. J'ai quand même 16 ans après d'expérience en agence média. J'avais monté le premier trading desk d'agence en France à l'époque dans mon ancienne vie, donc c'est quelque chose que je côtoie beaucoup. En fait, et l'évolution, et pourquoi on se pose moins de questions, c'est parce que l'évolution du marché publicitaire évolue vers cette tendance trading desk et programmatique. Donc on est porté par ce marché, on est au cœur du réacteur. Donc
on est là-dedans, c'est évident. Aujourd'hui, on le voit, il y a cette demande d'annonceurs pour des agences spécialisées dans cette expertise-là. Les marieurs qui organisent les appels d'offres nous interrogent davantage aussi et en compétition avec des agences traditionnelles. Donc, on a dit les marieurs. Oui, ce qu'on appelle les marieurs. Tu peux expliquer. Les marieurs sont des agences qui accompagnent les annonceurs pour l'organisation des appels d'offres. D'accord. Qui vont les aider à sourcer les agences, qui vont les aider à rédiger les briefs. Comment ça s'écrit? C'est juste pour ma traduction. Un marieur, comme quelqu'un qui marie un annonceur avec un entremetteur. Je ne sais pas si c'est le terme officiel, mais voilà. Mais on comprend le principe en tout cas. Le principe, en tout cas, c'est l'agence matrimoniale du marché. Donc, il intègre de plus en plus ces trading desks dans des appels d'offres globaux. Donc ça permet évidemment à des structures comme les nôtres d'évoluer aussi sur des comptes qui sont beaucoup plus importants, qui sont beaucoup plus larges en termes de scope. Et puis après, il y a quelque chose qui est très important, parce qu'on parle beaucoup tech, on parle beaucoup outils, programmation, mais que la force d'un trading desk, c'est ses équipes, c'est les talents. Le côté RH et recrutement est extrêmement important. C'est un peu tendu en ce moment. Il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de demandes. Donc, on cherche les meilleurs talents tous autant qu'on est. Donc, ça va être dans la séduction justement de nos structures et dans leur montrer la capacité qu'on a et la largeur du scope qu'on peut avoir et les évolutions possibles qu'on peut offrir qu'on arrivera à vraiment développer nos structures. Et ne pas hésiter là-dessus, sur ces recrutements, à aller chercher des profils un peu différents, de ne pas avoir uniquement des traders qui sont cette image un peu geek du trader, les mains dans le cambouis, dans l'outil toute la journée, etc. Mais d'aller chercher, et sur ces parties conseils, sur ces parties d'amener de la stratégie un peu complémentaire, de la vision différente, pour aller chercher des nouveaux leviers de croissance également. Merci Benjamin, merci Quentin. On en a fini, j'allais dire, avec nos questions, les principales questions autour du sujet sur la place des trading desks indépendants sur le marché programmatique, mais vous savez qu'on a un partenaire média qui est 100% média, et donc c'est le moment de la question 100% média. Bonjour. Les premiers trading desks indépendants se sont créés avec la promesse d'apporter le meilleur ciblage publicitaire. Aujourd'hui que cette promesse est une base, quand un trading desk se crée, quelle est sa principale promesse? Merci. Alors, je répète la question, quelle est aujourd'hui la principale promesse d'un trading desk, sachant que la performance marketing, c'est un peu une tarte à la crème aujourd'hui, de ton point de vue, Quentin. Top chrono. Donc je pense que on en a pas mal parlé, le côté innovation d'un trading desk est quand même quelque chose qui est une promesse par rapport notamment aux grosses agences. Et je prends l'exemple par contre de partenaires par exemple avec qui on bosse beaucoup, qui sont des partenaires français type Implicit ou Orion, qui sont des boîtes avec lesquelles on a à disposition une plateforme SaaS par exemple, sur lesquelles on peut faire des granularités de ciblage. Et nous c'est vraiment ces partenariats qu'on a priorisés parce que ça permet d'offrir à nos clients des ciblages qui sont cookie-less déjà et qui permettent d'aller très loin dans une granularité et surtout derrière en termes de performance, je pense que la promesse elle est là, d'aller chercher potentiellement sur le marché de l'open auction, contrairement aux deal garantis ou autres, des CPM qui sont meilleurs, un coût par acquisition qui est meilleur, un coût par clic in fine qui est meilleur. Donc je pense que la vraie promesse, elle est sur la performance et sur l'expérience client, comme je le disais, de proposer une expérience différente des agences traditionnelles. Bien, tu le fais 16 secondes avant ma fin, bravo. Merci beaucoup Quentin. Alors Benjamin, est-ce que tu es prêt? Oui. 60 secondes pour répondre à la question au sujet de la promesse aujourd'hui des trading desks. Top chrono. Alors, de mon côté, je pense que la promesse des trading desks aujourd'hui, c'est évidemment cette performance, mais que tout le monde va pouvoir promettre, mais c'est cette capacité qu'ont ces trading desks à appréhender les enjeux des clients. Encore une fois, on n'est plus juste exécutant, on est dans le conseil, on est dans la recherche de performance, mais à partir d'une connaissance client qui est très poussée. On parle de data, mais toutes les datas ne sont pas bonnes à prendre pour un client, donc ça va être d'amener ça. C'est aussi d'amener de la transparence, d'être agnostique sur le marché, que ce soit en termes d'éditeurs, que ce soit en termes de data, que ce soit en termes de techno. On travaille beaucoup, par exemple, avec Upvisor, qui est une solution d'optimisation du supply pass pour aller chercher justement cette transparence des flux dans le programmatique et d'optimiser la performance via la réduction d'intermédiaires, notamment.
Merci beaucoup. Benjamin, tu l'as fait avant 9 secondes avant la fin. Vous êtes vraiment performant. C'est la performance. La performance. Bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup. Merci Quentin, merci Benjamin. Avec plaisir. D'avoir répondu à notre invitation pour parler de la place des trading desks indépendants sur le marché programmatique. C'était important d'expliquer que ce n'est pas un revival, mais c'est également le sens de l'histoire, puisqu'on a parlé de pragmatisme, on a parlé aussi d'une certaine autonomie de certains annonceurs, mais aussi d'une diversité d'annonceurs avec des paniers qui sont très importants, voire moindres, mais que même ceux qui ont un panier moins important sont extrêmement intéressants d'un point de vue business parce qu'ils assurent la pérennité de vos activités. Donc merci de nous avoir sensibilisés à ces sujets et je vous dis à très bientôt. Merci Michel. Ainsi s'achève ce débat autour de la place des trading desks indépendants sur le marché du programmatique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.